Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est une émission pleine d'esprit que Franck Ferrand nous propose aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour cher Franck. Bonjour chère Julia, bonjour à tous. Il y a très longtemps, pour tout vous dire, que je souhaitais vous parler des dialogues avec l'ange. Faire connaître un texte comme celui-ci, c'est un peu faire un cadeau, me semble-t-il, à tous ceux qui en ignoreraient l'existence. Encore fallait-il que l'occasion se présente. Eh bien c'est le cas en ce moment avec la publication de plusieurs ouvrages en relation avec ce maître-livre. Et vous en avez profité pour inviter Patrice Van Hersel. Oui, c'était la moindre des choses puisque précisément, c'est à lui que je dois pour ma part d'avoir découvert les dialogues et leur auteur, ou en tout cas leur passeuse, si je puis dire, Gita Malache, une figure importante du XXe siècle. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Juin 1943, en Hongrie, 4 jeunes gens, 3 filles, Anna, Gita et Lili, et un garçon, József, se retrouvent hors de Budapest, à quelques kilomètres à l'ouest de la grande ville, dans le modeste village de Budalidzset. Ils fuient les dangers de la guerre, même si à cette époque l'Allemagne nazie n'a pas encore envahi la Hongrie. Anna et József sont mariés, ils sont juifs, de même que Lili. Gita est la seule non-juive du groupe et elle restera du reste la seule survivante des événements à venir. Anna, József et Gita sont graphistes, ils ont donc délaissé leur atelier des hauteurs de Buda. Quant à Lili, qui donne des cours d'expression corporelle, elle les rejoint généralement en fin de semaine pour passer le week-end avec eux à Budalidzset, dans une toute petite et charmante maison en pleine campagne. Les 4 jeunes gens mettent à profit cette période si difficile pour faire leur examen de conscience. Ils sont à la recherche d'une vérité, d'un cheminement intérieur, et soudain, le vendredi 25 juin 1943, à 3h de l'après-midi, Anna et Gita sont en train de parler. Gita est en train de lire la réponse qu'elle a écrite à la question du changement intérieur nécessaire. Elle a fait une sorte d'examen de conscience par écrit, alors elle lit, les mots s'amoncellent, pas très inspirés. Et donc soudain, Anna lance d'une voix forte et claire « Attention, ce n'est plus moi qui parle ». Et voici ce qu'elle dit à son amie, ou plutôt ce qu'elle s'entend dire, presque malgré elle. On va te faire perdre l'habitude de poser des questions inutiles. Attention, bientôt des comptes te seront demandés. Aussi étonnant, aussi inouï que cela paraisse, Gita a le sentiment d'avoir toujours connu cette voix qui aussitôt éveille en elle un très grand écho. Il faut que tu changes radicalement, sois indépendante. Tu es trop et trop peu. Alors là, Gita dit, mais je ne comprends pas, peu d'indépendance, trop de matière. Je te sens, dira Gita, que c'est une allusion à ma façon de penser si peu indépendante. Dans un sol dur, on ne sème pas la graine. Tu seras labouré par une recherche sans répit. Ce qui était bon jusqu'à présent sera mauvais, ce qui était mauvais sera bon. C'est une entité très puissante et en même temps très familière et sans aucune concession qui vient de s'exprimer et qui demande à Gita « Me connais-tu » ? Elle reviendra parler ainsi par la bouche d'Anna tous les vendredis pendant 17 mois, délivrant un message d'une incroyable force spirituelle. Un message que Gita, un jour, des années et des années plus tard, transcrira et fera éditer sous le titre de « Dialogue avec l'ange ». Ce livre tout blanc paru aux éditions Aubier va devenir pour des centaines de milliers de personnes une référence absolue, comme celle d'une parole révélée. Alors, que s'est-il vraiment passé dans la petite maison de Budalidzset alors que l'horreur peu à peu prenait possession de la Hongrie? De quel message Gita Malache, après la mort de ses 3 camarades, va-t-elle se faire la dépositaire? Et l'interprète, c'est ce que je vous propose de voir maintenant en compagnie de ceux qui ont bien connu Gita Malache. En 1977, au moment de la parution des Dialogues avec l'ange, Jacques Chancel recevait Gita Malache pour un numéro inoubliable de ses radioscopies. Voici la voix de Gita. J'ai posé des questions auxquelles j'aurais pu répondre moi-même, par paresse de penser moi-même. Et
tout d'un coup, elle m'avertit, elle me dit « ce n'est pas plus moi qui parle ». Alors j'entends les mots très sévères « on va te déshabituer à poser des questions inutiles ». Et en ce moment-là, je savais avec une certitude, mais j'étais plus sûre que maintenant que je vous vois, que c'est mon maître intérieur qui parle, ces mots sévères. Et la présence de l'ange s'est manifestée par une lumière, mais une lumière qui n'est pas comme dans l'opéra, magique, on éclaire tout. C'était une lumière qui entre dans une chambre sombre, qu'on n'a jamais allumée, la lumière, et j'ai mis toutes les choses que je n'ai pas voulu voir moi-même. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre premier invité Franck sur Europe 1, il s'agit de Patrice Van Hersel, qui est journaliste, écrivain, rédacteur en chef du magazine Clé et auteur de La Source Blanche, l'étonnante histoire des dialogues avec l'ange aux éditions Grasset. Bonjour Patrice Van Hersel. Bonjour Franck. Vous m'avez fait connaître les dialogues avec l'ange et je pense que je ne suis pas du tout le seul dans ce cas. Vous avez beaucoup contribué à la propagation de cette parole extraordinaire, cette parole révélée. Comment vous-même êtes-vous venu à ce texte et comment avez-vous connu Gita Malache ? J'étais à l'époque journaliste au magazine Actuel et une amie, Jeanne Gruson, me demandait régulièrement de venir voir Gita Malache. Et quand on est journaliste, vous le savez, dans un média qui marche bien, on est sollicité de différentes façons et des gourous, on me demandait de rencontrer toutes sortes de gourous et pendant des années, ça paraît fou, mais rétrospectivement, mais pendant des années j'ai résisté. Et puis un beau jour, qu'est-ce qui vous retenait ? Vous n'aviez pas forcément, vous ne vous sentiez pas d'affinité avec ce personnage ? J'étais un pauvre journaliste speedé qui n'avait pas une seconde et il devait y avoir quelque chose de plus profond que je n'ai peut-être pas encore fini d'analyser. Toujours est-il qu'un jour, une cousine à moi m'a offert des extraits qui s'appellent « Les dialogues tels que je les ai vécus » de Gita Malache. Et je suis tombé en arrêt devant une chose, c'est que ces gens-là, dont je ne connaissais pas encore vraiment l'histoire, avaient vécu en plein l'enfer, l'enfer de la Seconde Guerre mondiale et à l'épicentre de la du séisme, persécution des Juifs. de la persécution des Juifs, une expérience qui leur faisait délivrer un message de joie et qui avait l'air d'être incarné. C'était pas quelque chose d'éthéré. Ça avait l'air d'être des gens. Gita Malache, je l'avais très vite appris, avait été une championne de natation. Alors voilà, il faut expliquer d'où elle vient. Voilà, oui. Gita et Hanna, tout ce groupe, ce sont des gens tout à fait contemporains. C'est des modernes. Budapest dans les années 20-30 et 40, ça pourrait être aujourd'hui Paris. Et Gita, par exemple, c'était même plus à l'avant-garde que ça. Hein. Il y avait cette recherche, on peut dire, de l'avant-garde. On est dans cet empire austro-hongrois, dans ses vestiges, en quelque sorte. Mais complètement. On n'est pas loin de Vienne, on n'est pas loin de la naissance de la psychanalyse, on n'est pas loin de toutes sortes de mouvements artistiques extrêmement avant-gardistes. Et ces gens pris dans cette cocotte minute, parce que ça va être comme une sorte de cocotte minute, ce qui va se passer, délivrent d'une manière finalement très naturelle. Quand j'ai ensuite rencontré Gita, une des premières choses qu'elle m'a dit, attention, on n'était pas des médiums, on n'était pas dans le paranormal. Bon, il peut y avoir des choses intéressantes du côté du paranormal. C'était pas New Age leur monde, en fait. C'était, en tous les cas, c'était très naturel. La première fois que je la rencontre, Gita, elle me dit, tu sais, quand Hanna s'est mise à me parler et m'a dit, attention, ce n'est plus moi qui parle, et on va te faire perdre l'habitude de poser des questions inutiles. C'est un peu comme quand on connaît tout ça, on est entre amis, et puis il y a une conversation très intense. Et puis à un moment donné, tout d'un coup, vous êtes inspiré, vous dites des choses que vous-même ne saviez pas en quelque sorte, tout simplement parce que on se dit, il a la pêche, ou elle a la pêche, aujourd'hui, dites donc, elle est... Et c'était exactement ça. Hanna avait tout d'un coup la pêche. C'était tellement la pêche que ça... Et alors, le message... Sauf que ce qui est incroyable, c'est que ça n'a pas eu lieu une ou deux fois. Ça a lieu de façon récurrente et même régulière, puisque c'est toujours le vendredi, au début de l'après-midi, vers 15h. Un moment qui d'ailleurs, sur un plan spirituel, est très marqué. Ben oui, parce que ce sont des juifs. Mais alors, ce ne sont pas les seuls juifs. La philosophe Simone Weil, par exemple, fait partie de ces juifs qui... Dans cet enfer,
ont une sorte de propension à s'intéresser à la démarche de Jésus, à la démarche du crucifié. C'est ça. Et donc, ce sont des juifs qui s'intéressent de toute façon à toutes les spiritualités. Et la crucifixion, la passion, traditionnellement, c'est vendredi après-midi à 15h. Exactement. Mais que de tout cela sorte un message qui vous donne envie de danser, ça, c'est ce qui m'a le plus interpellé à l'époque et qui m'a donné envie d'aller là à sa rencontre. Et au bout de quelque temps, elle m'a demandé d'écrire le scénario, en quelque sorte, de cette histoire. Alors, ce sont des graphistes, au départ. Ils ont un atelier sur les hauteurs de Bouddha. Et il y a donc cette Gita Malache qui est, elle, issue de milieux très favorisés. Son père était général. Il a d'ailleurs participé aux négociations de l'après-Première Guerre mondiale. Elle est elle-même une sorte de star, on peut dire, puisqu'elle est championne de plongeon. C'est Laure Manodou. Oui, c'est ça. C'est une nageuse très célèbre. Et elle est graphiste. Ils ont une agence de publicité et ils ont décidé, ils comprennent que les choses vont de plus en plus mal, évidemment. L'atmosphère devient très lourde à Budapest. Ils prennent le large, en quelque sorte. Ils gardent des employés, des apprentis qui vont régler, achever de répondre aux commandes en cours. Et puis eux se mettent à la campagne, s'installent et ils ont cette démarche qui fait beaucoup rêver, évidemment, aujourd'hui. Ils ont une démarche spirituelle de recherche, d'approfondissement, de recherche. Ils essaient de se connaître eux-mêmes, en quelque sorte. Tous les trois, tous les quatre, si l'on ajoute la petite Lily qui, elle, vient régulièrement de Budapest où elle donne des cours d'expression corporelle. Et qui joue un rôle important. Oui, bien sûr. C'est vrai que le tandem de départ, c'est quand même Hanna et Gita. Hanna qui est très fine, très intuitive, donc elle est extrêmement inspirée. Très inspirée, qui a beaucoup lu, etc. Donc c'est la finesse et l'intuition. Et Gita, c'est la force animale. Joseph chacun joue un rôle important. Joseph est plus en retrait, lui, toujours. Il est un peu le sceptique au début, lui. Complètement. Oui. C'est un ancien. Il a été très 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 jeune bolchevique, mais il a été très déçu. Il a été déçu par plusieurs choses. Il a été matérialiste, on va dire. Il a été un matérialiste sceptique. Et Lily vient mettre en quelque sorte du baume. Elle est masseuse, entre autres, et elle masse le corps de la nageuse Gita Malache. Alors tout ça, ce sont les personnages, le climat, le contexte. Il faut maintenant, si vous voulez bien, qu'on entre un peu dans le texte et qu'on apprenne ce que cet ange avait à leur dire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous poursuivons notre dialogue avec l'ange sur Europe 1, votre compagnie Franck, celle de votre invité. Nous nous intéressons aujourd'hui à la figure de Gita Malache. Ce qu'a transcrit Gita Malache, c'est un texte alors qui, bien sûr, a été traduit dans de très nombreuses langues. Elle-même, du reste, parlait un certain nombre de langues, comme beaucoup de Hongrois. Ce qu'il faut dire, c'est que dans la langue originelle, dans le hongrois initial, on est dans la poésie, littéralement, et dans la grande pureté. Une petite partie des textes ont été prononcés par la bouche de Hanna Daloche en allemand. Évidemment, la plus grande partie, c'est en hongrois. Et tous ceux qui connaissent le hongrois disent que c'est très difficilement traduisible, qu'il y a une musicalité, qu'on est déjà convaincu en quelque sorte simplement par la force littéraire du texte. Et par son rythme et par son espèce de poésie intrinsèque. Qu'est-ce qui te trompe ? Demande le maître intérieur de Gita, car en quelque sorte chacun des interlocuteurs a son propre ange, sa propre voix, d'une certaine façon, qui fait entendre un son différent. Le grand trompeur, le temps. Dans le temps, il n'y a pas de place pour l'homme, il y est déplacé. Un pas, le courant le happe, le courant du temps, le courant dont le signe est l'eau. Vous n'êtes pas des grenouilles, encore moins des poissons. On a l'impression qu'il faut se laisser happer précisément par le texte et ne pas essayer de lui résister ou de ne pas essayer forcément de le décortiquer, de le comprendre à travers ce qu'il a à dire. Il faut laisser les mots agir. Exactement, comme avec de la très grande poésie. Moi, j'ai été frappé par... hisse-toi au sommet de tes questions, c'est là que tu me trouveras. Si l'on écoute ce texte, chacun de nous a une partie qui serait l'ange, c'est-à-dire sa partie créatrice, et chacun de nous a une partie animale, qui est en quelque sorte sa partie créée. Et les deux sont en dialogue. Quand on dit qui fait l'ange fait la bête, là c'est l'homme pas n'est ça. Ni ange ni bête et qui fait l'ange fait la bête. C'est ça, Pascal. À écouter cette inspiration-ci, on se retrouve plutôt avec un ange et un animal amoureux l'un de l'autre. Comme si l'être humain était en quelque sorte au cœur
d'un ensemble de règnes, alors qui vont depuis l'extrême spirituel, la lumière absolue, jusqu'à l'extrême matériel, c'est-à-dire le cristal, le minéral, et puis entre les deux vous avez le séraphin et le végétal, et puis encore plus près vous avez l'animal et l'angélique en quelque sorte, et l'homme qui fait le lien entre tout ça. C'est ça. L'idée, c'est que, alors pour le coup, c'est extrêmement humaniste, c'est-à-dire que, et on pourrait dire que ça s'inscrit tout à fait dans la tradition judéo-chrétienne de ce point de vue-là, c'est-à-dire que l'être humain est la passerelle entre la terre et le ciel. Et nous sommes animal et nous sommes ange dans le sens où nous sommes une liaison. Un trait d'union. Un trait d'union, fort, exactement. Oui. Nous sommes un trait d'union. Alors ça, c'est le message qui, de semaine en semaine, vient irriguer ce petit groupe d'amis et vient apporter sa lumière dans ce qui est une situation de plus en plus obscure, il faut le dire, parce que à côté de ça, l'histoire, elle, et le temps que l'ange désignait tout à l'heure avec un certain mépris, sont en marche. Et l'on voit peu à peu la Hongrie sombrer dans le nazisme. Ce sont les croix fléchées qui, à l'époque... Alors, la Hongrie, elle est dans une situation extrêmement paradoxale depuis déjà le début des années 30, parce que... avec Horthy. Horthy est régent, mais Horthy est à la fois un ultra-conservateur, mais en même temps un magyar fier de l'être et qui va résister aux Allemands. On va bien le voir, pendant toutes les années 30, c'est alternativement des gouvernements fascisants et des gouvernements libéraux qui vont se succéder. Et d'une certaine façon, il s'en est fallu de peu que les 700 000 juifs hongrois n'échappent en fin de compte à l'Holocauste, parce que les Hongrois, Horthy en tête, refusaient de livrer leurs juifs, tout simplement parce qu'ils savaient que la Hongrie reposait en quelque sorte sur ces 700 000 personnes très compétentes. Budapest était en partie une ville juive. Donc ils ont résisté, et finalement le coup de grâce est donné par l'invasion. C'est-à-dire que Horthy est enfermé en forteresse. Début du printemps 44. Et fin mars 1944, l'armée allemande entre en Hongrie, ce qu'elle n'avait pas fait jusque-là. Et alors à ce moment-là, ça va très vite. Là, il va falloir protéger les Juifs. Pour Gita Malache, qui est non-juive et qui bénéficie donc de ses origines plus, on va dire, très confortables, le moment est venu de créer une fausse usine de vêtements militaires pour essayer d'employer le plus de Juifs possible et de les sauver, en quelque sorte. Le plus de femmes juives, qui seront supposées être des couturières pour des uniformes de l'armée hongroise. C'est à l'initiative, il faut le dire, du nonce apostolique, donc c'est-à-dire du représentant du pape. Il y a eu des initiatives chrétiennes, il y en a eu des initiatives chrétiennes à cette époque-là pour essayer de sauver des juifs. C'en est une, et Gita accepte le rôle de commandant en chef à condition que parmi les ouvrières il y ait ses amis Hanna et Lili, qui vont l'aider à former à toute vitesse une centaine de femmes qui ne sont en fait pas des couturières. Et là, il y a un épisode complètement incroyable qui fait un peu penser à un niveau plus petit à la liste Schindler. C'est ça, il y a un peu cet esprit-là, c'est tout à fait la même inspiration. Parmi les femmes qui vont bénéficier de la protection de Gita, qui vont faire partie des ouvrières de cette pseudo-usine, figure Eva Danoche. Elle a publié chez Albin Michel le récit qu'elle avait à l'époque, le journal qu'elle avait tiré juste après sa survie, juste après la guerre, le journal qu'elle avait tiré de ses années noires. Ça s'appelle Le Dernier Convoi, et je vous propose maintenant de vous en lire quelques extraits. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck qui est un extrait aujourd'hui du Dernier Convoi, un document d'Eva Danoche. Voici donc dans ce journal d'Eva Danoche ce qu'elle dit de Cataline, de cette usine, collège de l'Institut Ranolder, devint une usine d'efforts de guerre, dit-elle, fabriquant des chemises et des pantalons pour l'armée et des maillots de bain avec des chutes de tissu. Le commandant de cette usine était Gita Malache, doublement réputée comme sportive et comme artiste graphiste que tout le monde admirait. Elle était stricte en matière de discipline, c'est en tout cas ce qui émanait de son attitude militaire, et elle imposait l'ordre à ce groupe hétéroclite issu de familles de la classe moyenne. Gita était très respectée et l'on n'approchait pas sa cabane dans le jardin de Cataline. À peine savions-nous
qu'elle avait accepté de prendre ce poste pour protéger ses deux amies, Anna et Lily, des exactions nazies. Dans le chaos du dortoir surpeuplé, raconte Eva, les yeux bleus souriants de Anna m'envoyaient un message d'amitié chaleureuse, d'encouragement et d'espoir. Elle et son amie Lily dégageaient une aura particulière qui m'attirait, mais j'étais trop timide pour les approcher. Je suivais Lily de loin quand elle enseignait la relaxation aux plus jeunes. Nous fûmes rapidement surnommés le petit trio, par contraste avec le grand trio que formaient Gita, Anna et Lily. Notre amitié nous donnant de l'audace, nous nous exprimâmes timidement notre admiration et tout simplement, elles nous ouvrirent leur cœur. C'est ainsi que je pénétrais dans un monde de merveilles inimaginables, entrant en contact avec des êtres angéliques par l'intermédiaire de Anna, qui nous transmettaient leurs messages semaine après semaine. Elle fait partie des témoins, cette Eva Danos, elle fait partie des témoins de ce qui est en train de se passer, de cette espèce de révélation. Plus loin, dans le même journal, 4 février 1945, l'aube sombre et glaciale de Ravensbrück. Ici et là, quelques étoiles blafardes apparaissent derrière des nuages de plomb. Muets, les blocs de la ville Caen forment des masses noires dans la nuit. À l'arrière-plan, les flammes du crématoire rougissent le ciel. De rares lampadaires jettent une lumière froide dans les allées qui séparent les bâtiments. Elle n'éclaire que les silhouettes des femmes SS passant en revue les masses humaines immobiles. Chacune de nous défile devant la commission, racontera Eva, pivote sous le regard scrutateur des experts et quand l'ordre en est donné, sourit, montre ses dents, les paumes de ses mains, puis le verdict tombe pour dire si elle fait partie du convoi ou non. Mon cœur bat la chamade. À cause de mon pied droit qui a subi plusieurs opérations, je crains un verdict différent de celui de mes amies, plus fortes, plus musclées, plus sportives que moi. Clara, Lily et Anna entrent dans la pièce l'une après l'autre. Toutes les 3 sont déclarées aptes. À présent, c'est mon tour. J'essaie de sourire sans forcer, montre mes dents impeccables et marche de mon mieux pour cacher la faiblesse de mon pied. Déjà, je dépasse le médecin SS qui a fait signe de tête approbateur, mais avant que je ne soupire de soulagement, une femme SS qui se trouve de l'autre côté me rappelle et montre au médecin la cicatrice sur le pied droit. C'est fini, mes supplications sont vaines, tout comme mon impeccable allemand qui jusque-là m'avait toujours tiré d'affaire. À cause de mon handicap, je ne ferai pas partie du convoi. Désolé, je reprends mon petit paquet devant l'hôpital, enfile mes haillons et détourne la tête du regard interrogateur de mes amis. Abrutis par le bromure, engourdis par les multiples rossets, nous avons perdu depuis longtemps capacité apaisante de pleurer. Mais j'ai le cœur lourd et mes pieds pèsent 1 tonne quand je rentre au bloc qui me paraît encore plus vide et plus funèbre qu'avant. En vérité, les amies vont se retrouver et elles vont participer à un convoi interminable, épouvantable. J'hésite même à vous lire les pages suivantes du journal d'Eva Dalos, car c'est extrêmement dur et en même temps c'est très précieux comme témoignage puisque nous savons grâce à elle ce qu'il est advenu d'Anna et de Lily. Nous sommes conduites dans une autre pièce où, sous la direction d'une nouvelle équipe de SS, des déportées polonaises nous rasent la tête, écrit Eva. La tondeuse passe et les derniers restes d'humanité de ces femmes émaciées et affaiblies s'évanouissent, victimes du sadisme des SS. Le visage familier de mes camarades me paraît balourd et étranger. Je prends cette tonte à la légère, la tondeuse m'a rasé, ma tête a froid, c'est tout. Hélas, arrive le tour de Anna. Anna, dont la magnifique chevelure blonde évoque l'ondulation des champs de blé en Hongrie, Anna dont les tresses qui lui descendaient à la cheville avaient tellement émerveillé les femmes SS à l'entrée du camp qu'elle n'y avait même pas touché, bien que par mesure d'hygiène on coupa systématiquement les cheveux de toutes les détenues. Anna avait toujours considéré cette faveur comme un heureux présage et voyait dans sa couronne de cheveux blancs une promesse de retour. Eh bien, Anna sera rasée, elle aussi, bien entendu. Nous sommes assises dans ce wagon depuis maintenant 1 semaine, lit-on quelques pages plus loin. Peut-être allons-nous arriver aujourd'hui, c'est ce que nous espérons, Lily et moi ce vendredi matin. Notre train avance laborieusement malgré le peu d'alerte. Mais peut-être ne veut-on pas que nous arrivions tout court. Anna et Clara sont presque tombées du banc, l'épuisement leur donne le vertige. Le sempiternel monologue de Anna devient plus hésitant et plus las. Lily et moi sommes comme des roseaux cassés, mais je ne veux pas reconnaître que nous aussi nous avons changé.
Anna a déjà été rejetée de son banc et pendant que l'attaquante s'installe à cette place au-dessus de la mêlée, elle est ballottée ça et là comme une poupée inerte dans le flux et le reflux de la bataille. Le désordre est tel que je suis incapable d'arriver jusqu'à elle. Finalement, la houle l'amène près de moi, à peine consciente. Je la protège et demande de l'aide à Lily, bien qu'elle puisse elle aussi difficilement bouger. Anna nous regarde avec reconnaissance et comme si une étincelle de raison s'était allumée dans ses yeux vitreux, elle fixe ses mains vides et dit avec un découragement à nous briser le cœur « Le livre de prière m'a été arraché des mains. Cette fois, tout est fini. » 11e jour. À l'aube, je retourne à côté de Lily. La discrète lumière de ce mardi matin a chassé la fièvre de la nuit, mais elle est encore plus faible qu'hier. Je lui parle comme à un petit enfant, l'implorant de rester sage pour ne pas attirer de nouveau la rage brutale de ses voisines. Lily acquiesce et dit d'une voix cassée « S'il te plaît, Eva, reste seulement à côté de moi. » Sa main s'accroche à mon bras. Le désarroi de la nuit m'a empêché de veiller sur Anna. De temps en temps, je l'ai entendu soupirer « Oh, Joseph, maman, papa », mais je ne craignais pas encore le pire. Cependant, le matin désolé jette sa lumière austère sur son cadavre. Et puis après le cadavre d'Anna, ça va être le cadavre de Lily. Samedi 3 mars 1945, la lumière froide du matin enveloppe le cadavre de Lily d'un halo blafard. Dans son immobilité, seules ses atroces blessures se manifestent encore et protestent contre le pouvoir diabolique de la méchanceté humaine. Lily est étendue sur le plancher du wagon, raidie dans une douleur éternelle. Je ne peux pas voir son visage caché par ses cheveux blonds qui reflètent la lumière du jour. Avec une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1 à Guita Malache et nous sommes toujours en compagnie de Patrice Van Hersel qui est journaliste et écrivain. Franck, pour nous en parler. Patricia et Bernard Monteau ont longuement accompagné Guita Malache dans l'extraordinaire aventure qui va consister pour elle, bien des années plus tard, à faire connaître le message de l'ange et à transmettre au plus de monde possible la parole qui était passée par la voix d'Anna. Avec Lydia Müller, ils sont auteurs de La vie et la mort de Guita Malache chez Dervy. Bonjour Bernard Monteau. Bonjour. Vous avez donc bien connu Guita Malache. Il faut que vous nous expliquiez comment elle est arrivée en France et si je puis dire pourquoi. Que s'est-il passé entre la fin de la guerre, alors elle n'était pas juive, elle va survivre, contrairement à ses trois amis qui sont tous les trois morts en déportation. Que s'est-il passé entre la fin de la guerre et son arrivée en France? On est au début des années 60? On est au début des années 60. Elle fait sa valise, elle prend les petits carnets noirs, elle profite d'un voyage des ballets hongrois et au lieu de repartir et de rentrer... Elle fait partie des ballets de Hongrie. À cette époque-là, elle est... Les ballets communistes, alors là, voilà, parce que oui. l'histoire a suivi son cours. Évidemment. À cette époque-là, elle est décoratrice de costumes à l'intérieur des ballets hongrois. À l'occasion d'un voyage à Paris, ils repartent et elle reste. Mais elle a un problème, c'est que on est sous les communistes, mais si jamais elle reste, sa famille va être persécutée. Alors elle court Paris pour trouver des amis qui vont lui trouver quelqu'un qui va bien accepter de faire un mariage blanc. Et parmi tous ses amis, il y a un célèbre gardien de camping du Midi de la France qui va dire si ça peut l'aider, je veux bien l'épouser. Au départ, c'est pas du tout un mariage d'amour, c'est un mariage tout ce qu'il y a de plus administratif. Au départ, pas du tout un mariage d'amour. Même il demande est-ce qu'elle est belle et la personne au téléphone lui dit non, elle est pas belle. Est-ce qu'elle est riche? Non, elle est pas riche. Mais bon, elle est hongroise, sa famille va être persécutée et il dit banco. Ils montent à Paris, ils se marient, ils font le mariage en blanc, mais l'histoire est belle parce que ça devient un vrai mariage d'amour. Et peu à peu, ils se sont découverts. Oui, ils se découvrent. Et Lazzi est un personnage que je n'ai pas eu l'occasion de connaître puisque je rencontre Guita 1 an après sa mort. Mais quand il s'agissait de vivre avec Guita, ça devait être quelqu'un de puissant. Elle avait conservé donc cette extraordinaire énergie qui avait fait d'elle cette sauveuse, si l'on peut dire, pendant la guerre. Alors d'ailleurs, l'année dernière, Guita Malache a été élue par le Comité français pour Yad Vashem juste parmi les Elle a été reconnue juste parmi les nations, oui, à cause de l'usine de guerre et des sangs et des. Il faut savoir que elle va réussir le tour de force à cette époque-là de se faire aider par les nazis allemands pour faire fuir les jeunes juives, pour les protéger des nialas hongrois, et que donc toutes celles qui se sont sauvées au moment de la perquisition des Hongrois vont sauver leur vie. Toutes celles qui sont restées vont être déportées et mourir. Alors Patrice Van Hersel, elle avait conservé, Guita Malache, toutes les notes prises pendant les entretiens avec Anna, évidemment. Ça, je réponds, mais c'est Bernard qui le sait bien mieux que moi. Mais il va nous raconter. Effectivement, au fur et à mesure
que Hanna parlait ces fameux vendredis à 15h, et ça a continué ensuite dans cette usine, cette fausse usine de guerre, eh bien, les autres prenaient note. C'était des paroles tellement fortes qu'elles avaient pris l'habitude de tout noter dans des carnets à couverture noire. Hein, c'était des sortes de Moleskine. Et quand Gita quitte Budapest vers 1960, comme le dit Bernard, c'est avec ces fameux carnets. Et son assistante à l'époque nous dira plus tard, quand j'ai vu qu'elle emportait les carnets, j'ai su qu'elle ne reviendrait pas. Mais ça devait être quand même assez volumineux, tous ces carnets. Ça n'était pas très pratique pour quelqu'un qui était en train de se sauver, de changer de camp, si je puis dire. Mais je crois qu'elle met des draps. Elle a toujours dit, j'ai mis une paire de draps dans ma valise et tous les carnets, et elle est partie. Ouais. Elle n'avait rien pris d'autre. Alors tous ces carnets, il va falloir les traduire, les mettre en forme, en faire un manuscrit. Ça va lui prendre des mois et des années, en fait. 15 ans. Avec Lazzi, justement, cet homme qui finalement... Son mari, cet homme va se consacrer avec une grande générosité à cette traduction mot à mot. Il ne parle pas très bien le français, Gita ne parle pas très bien le français encore. Et donc ils vont mettre 15 ans à écrire cette première version française. Mais alors va se constituer toute une petite communauté de gens à l'époque qui sont intéressés par la chose. Hélène Boyer qui va les aider, qui va les aider à trouver les bons mots. Il y a tout un tas de gens qui vont trouver que ce message est tellement fort qu'il faut les aider, quoi. C'est ça. Il y a toutes sortes d'histoires autour des traductions de ces carnets qui vont aboutir au texte qui au début s'appelle Les 4 messagers et que les éditions Aubier, quelqu'un aux éditions Aubier qui s'appelle Dominique Raoul Duval va proposer. Eu l'idée géniale d'appeler les dialogues avec l'ange. Voilà. Alors là, si je puis dire, en termes de marketing, c'était gagné. Et puis cette idée géniale de cette couverture totalement épurée. Blanche, oui, c'est ça. Toute blanche avec juste le titre, pas de nom d'auteur. Pas de nom d'auteur, pas de nom d'éditeur, rien. Juste un livre tout blanc et dessus écrit « Dialogue avec l'ange ». Ça va faire une traînée de poudre. Alors, je pense que le passage de Gita Malache sur France Inter dans l'émission de Jacques Chancel a joué un rôle, bien sûr. C'est énorme à l'époque. C'est-à-dire que c'est le coup de... elle a été boostée immédiatement à un niveau national et ça a été une très très grosse vente dès le début. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait de cette célèbre émission. Il y a une manière de dire les choses qui est peut-être et qui peut paraître très à droite, trop bien faite, alors que dans la langue hongroise... C'était parfait. C'était parfait, voilà. C'est parfait. Hanna s'exprimait pendant la vie quotidienne, d'un hongrois tout à fait normal. Mais au moment où les entretiens commençaient, c'était un hongrois d'une beauté rare, tout à fait près des racines. Très, très beau. Et puis, la deuxième partie, qui se passait déjà à Budapest, c'était en vers, rythmé. Et des rythmes qui se sont imprégnés en nous d'une façon ineffaçable. La voix de Gita Malache au micro de Jacques Chancel. Alors, c'était en 1977. Vous ne connaissiez pas encore Gita Malache à l'époque, vous, Bernard Monteau? Non, je ne la connais pas encore. Je vais lire le livre quelques années plus tard. Il ne va pas me bouleverser l'existence. Je ne vais pas tomber des nues devant ce livre. Il est un petit peu trop chrétien. Peut-être mes blessures de catéchisme ressortent. Et donc, voilà. Mais par contre, un jour, je suis amené à la rencontrer pour la première fois. Comment? Expliquez-nous. En fait, j'organise des conférences à l'époque dans la région lyonnaise et je lui écris en essayant de faire un peu de poésie, en lui disant « J'irai vous chercher, nous visiterons l'Auvergne et si c'est possible, je vous ferai faire une conférence. » Et elle me répond « Ah, la promenade de la visite de l'Auvergne, d'accord, la conférence, on verra. » Et donc je la croise, la première fois que je la croise, je vais chez elle, quoi. Elle habite à ce moment-là en Dordogne et je vais chez elle et là, c'est la rencontre de ma vie. C'est comme si on avait cherché quelqu'un toute sa vie et qu'on ne le savait pas. Et qu'on se retrouve un jour devant, quoi. Elle est pleine là où je suis vide. Elle me comble. Et je suis déraisonnablement amoureux immédiatement. Je sais que je vais consacrer ma vie à cette femme et à son œuvre. Et donc c'est une fabuleuse rencontre, quoi, dès le début. Et vous l'avez accompagnée, pour le coup, vous avez organisé pour elle des conférences. Après, voilà, elle devient âgée et donc elle a du mal à voyager. Donc je vais l'accompagner pendant 3-4 ans avant qu'elle vienne vivre chez nous. Je vais l'accompagner dans toute l'Europe pour faire toutes ces conférences. Avec Franck Ferrand et ses invités aujourd'hui pour parler de Gita Malache, Bernard Monteau, qui était un ami de cette figure, et puis Patrice Van Hersel, qui est journaliste et écrivain. C'est en 1984 que vous avez rencontré Bernard Monteau, Gita Malache. Elle venait de perdre son mari à cette époque. Oui, c'est exact, oui.
Et donc elle était peut-être plus disponible encore pour délivrer ce message qui commençait à devenir célèbre. En fait, elle allait s'arrêter parce qu'elle était fatiguée et elle n'était pas très bien accompagnée. Et en fait, notre rencontre va permettre qu'au contraire, tout s'organise autour d'elle pour qu'elle puisse continuer dans beaucoup plus de tranquillité. Quand vous dites continuer, à quoi ressemblait sa vie? Elle passait son temps Elle passait 6 mois à écrire parce qu'elle avait un courrier énorme. Et donc elle répondait par ses livres personnels. Elle passait 6 mois à enseigner, non pas à lire les dialogues, mais à vivre aujourd'hui cette expérience modernisée où tout le monde devient Anna, où tout le monde a la possibilité de répondre aux questions des autres. C'est une espèce de... En fait, ils avaient inventé une nouvelle habitude humaine. Ils avaient inventé, au-delà du bavardage, le questionnement intense et les réponses inspirées, on va l'appeler comme ça. Alors, quand vous parlez de réponses inspirées, est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler quelque part d'une parole révélée, Patrice Van Herzel? Moi, je suis convaincu qu'il y a entre les très grands prophètes, n'est-ce pas, Moïse, les très grands artistes, Mozart, il le dit, il l'écrit dans sa correspondance. Il dit, j'écris de la musique. On lui dit, mais où trouvez-vous votre inspiration? Je transcris ce que j'entends. Il dit, je transcris ce que j'entends. Oui. Eh bien, nous tous, nous avons une part de cette capacité à être inspirés. Nous l'avons absolument tous. L'un des thèmes principaux de Gita, c'était de dire que l'ange est peut-être l'outil dans la chrétienté de la conscience. Il nous donne une parole de vérité qui est la parole de la conscience, comme le bouddhisme va vers la conscience, comme les arts martiaux vont vers la conscience, comme toutes les spiritualités du monde vont vers la conscience. Et donc Gita va passer un temps fou à essayer de transmettre cette expérience. Elle écrit 7 mois par an et elle part 3 mois. Nous partons 3 mois sur les routes d'Europe avec une conférence tous les 2 jours. D'Europe, elle parle toutes sortes de langues. Ah oui, elle parle l'anglais, l'allemand, oui, on part 3 mois. Et donc, il y a des conférences qui sont organisées. Tous les 2 jours. Le public vient parce qu'il a lu les dialogues, généralement. Des milliers de gens. Oui. Des milliers de gens. Mais elle n'était pas pour autant un gourou, disons-le clairement. Pas du tout. C'était une femme d'une modestie et d'une simplicité remarquables, qui se défendait d'avoir des élèves, mais qui ne pouvait pas s'empêcher d'enseigner. Eh oui. De toute façon, un maître qui dit qu'il est maître, c'est déjà pas un maître. Eh, c'est ça. Alors, sa position était d'autant plus particulière qu'on s'éloignait du moment même où avaient eu lieu les fameuses séances de Bouddha Lijet. Celle par qui cette parole est passée, en quelque sorte, c'est bien Anna. Et celle qui était là pour la transmettre, c'était Gita. Comment vivait-elle cette espèce de dichotomie, en quelque sorte? Mais je vous le dis, elle va transmettre en même temps un respect profond du texte et des messages de Bouddha Lijet à l'époque, en même temps une rénovation de l'expérience. Et si les hommes se rencontraient pour se parler en vérité, en même temps, elle a fondé autour d'elle cette habitude qu'on pourrait tous prendre de se parler au sommet de nos questions et voir si des amis n'auraient pas les réponses saisissantes. Et puis toujours la modestie, l'humilité, la recherche du petit, du faible. Bien sûr. Pour elle, il n'y avait rien de plus sacré que l'ordinaire. C'est ça. Mais un ordinaire lumineux, en quelque sorte. Un ordinaire à traiter pour le rendre lumineux. Quelque chose comme une recherche du présent, peut-être. Et puis une lumière très incarnée. Par exemple, il y a une phrase qui est dans les dialogues qui sont « la voix, c'est le poids ». Oui, c'est-à-dire que ça, c'est fou, la voix, c'est le poids. C'est-à-dire que, en gros, notre partie ange, si vous voulez, dit à notre partie animale « écoute, on va pouvoir jouer ensemble, mais toi, n'essaie pas d'être maigre, n'essaie pas de ne pas peser. À la limite, quand tu seras mort, tu pèseras peut-être plus rien. Mais là, pour le moment, tu as la chance d'avoir un corps. De grâce, sers-toi de ton corps et pèse, sois incarné. Comme message spirituel, je trouve que c'est très très beau. Parce que si vous ajoutez à ça le fait qu'elle dit la mesure est juste là où est la joie. C'est-à-dire que le sourire est l'air du monde nouveau. Et le sourire est voilà. Ou la joie est l'air du monde nouveau. Voilà, c'est ça. Ça donne quelque chose qui... Alors, vous avez lu des passages très très durs du dernier convoi, de ce témoignage de Eva Danoche. Je comprends très bien, c'est bouleversant, évidemment. Il y a quelques passages où on voit à quel point ces femmes, à Ravensbrück en particulier, ont été lumineuses. C'est-à-dire qu'elles ont supporté la chape de plomb qui leur tombait dessus. Grâce à ce message. Oui, c'est-à-dire que ça a été mis à l'épreuve d'une façon telle qu'elles ont constitué un pôle de rassemblement, on pourrait dire que tout un tas de femmes dans cette situation épouvantable se rassemblaient autour d'elles. Au milieu d'un poids écrasant, elles ont réussi à être encore une certaine légèreté héroïque.
avant de s'écrouler tout à fait à la fin. Complètement, Bien sûr. Est-ce que Gita Malache est retournée à Boudalighet? Est-ce qu'elle est retournée en Hongrie? Elle n'a jamais voulu y retourner. Elle n'était pas quelqu'un qui vivait vers le passé. Elle nous a même raconté pendant des années qu'il n'y avait plus rien, que c'était détruit et tout ça. Et il a fallu que la télévision italienne fasse une émission sur elle pour que je découvre que ça existait encore, que tout existait. C'était sa blessure. Elle ne voulait pas entendre. Les pages que vous nous avez lues, là, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas les entendre. Elle se fermait elle se bouchait les oreilles. Aujourd'hui, de très nombreuses personnes, et y compris des personnalités célèbres à travers le monde, se réclament des dialogues avec l'ange. C'est devenu un texte, on peut dire un texte de référence. D'après vous, est-ce qu'il est en train de faire école? Est-ce que c'est une chapelle d'une certaine façon, Bernard Monteau? Non, c'est une perception. C'est quelque chose qui encourage les gens à être meilleurs. Donc je pense que ça ne fait pas chapelle, ça ne fait pas nouvelle école, nouvelle chrétienté. Les gens le prennent, en font un livre de chevet, une pratique d'épanouissement pour eux. Ça fait plusieurs références que vous faites au christianisme, et c'est vrai qu'il y a une dimension christique dans un certain nombre des passages de ce texte, et en même temps c'est un texte qui, comme vous nous l'avez dit, Patrice Van Herzel, est issu d'une tradition plutôt judaïque. Donc on est à la... En fait, tous les quatre, ils étaient peu impliqués. Oui. Ils se sont retrouvés dans un vocabulaire commun qu'ils avaient dans leur pays et dans leur entourage. Et donc, je crois qu'ils sont chrétiens par habitude familiale. Mais ils auraient été entourés de bouddhistes, ils auraient écrit en langue bouddhiste. Je crois qu'ils n'étaient pas engagés dans la foi, tous les quatre. Je suis, en tout cas, frappé de leur rapport à l'art, à la plus grande poésie, à l'art, à la musique, à la danse. Il y a quelque chose... écoutez, la dernière fois que j'ai vu Gita, un mois avant qu'elle meure... Elle est morte il y a 20 ans maintenant. Monteau, 92, en juin 92. Il y a 20 ans. Elle m'a dit, tiens, alors je ne savais pas que c'était la dernière fois que je la voyais, évidemment. Et elle m'a dit, bon, maintenant tu vas te mettre à écrire. C'était pour le livre qu'elle me demandait de faire. Et elle m'a dit, tu vas écouter ça. Et c'était Mozart. Parce qu'elle pouvait être très directive. Tu vas écouter... les quatuors à cordes, opus 490, 491, 492 de Mozart, et eh bien je l'ai fait. Et c'est très mozartien, on pourrait dire, les dialogues avec l'ange. L'étonnante histoire des dialogues avec l'ange, le voilà, le livre qui est sorti de toute cette enquête que vous avez faite, Patrice Van Herzel. Ça s'appelle La Source Blanche, c'est édité chez Grasset, bien entendu. De Patricia et Bernard Monteau avec Lydia Muller, La vie et la mort de Gita Malache, c'est aux éditions d'Hervy. Et puis je vous ai lu tout à l'heure des extraits, effectivement parmi les plus sombres, du journal d'Eva Langlais d'Anoche, Le Dernier Convoi, aux éditions Albin Michel. Et puis j'ai des magazines également à vous recommander, notamment le trimestriel Reflet, une autre approche de l'actualité. Disons que c'est une approche spirituelle de l'actualité, Bernard Monteau. L'actualité lue par les yeux du monde spirituel. Et puis bien sûr, le célèbre magazine Clé de Patrice Van Herzel. Sommes-nous trop sérieux? Les 7 clés de la beauté non violente. Témoignage quand j'étais mort. Pourquoi nos enfants boivent trop? Là, vous y allez fort, mais comme d'habitude, Patrice, il faut ouvrir l'esprit de nos contemporains, n'est-ce pas? Il faut être au sommet de ces questions. Merci beaucoup, et merci à Gita Malache d'être capable, 20 ans après sa mort, d'illuminer encore tant de vies et tant de parcours.